Et salut à tous, c'est Raphaël pour Top 4 Phone et on se retrouve pour le test du Sony Xperia Z2. Alors le Xperia Z2, eh bien, c'est tout simplement le nouveau flagship de Sony. Alors les révolutions ne vont pas être énormes puisque Sony a décidé depuis un certain temps maintenant de sortir tout simplement 2 flagships par an. Tout simplement parce que voilà, les normes hardware, les processeurs, les puces graphiques, etc., la RAM, les écrans, tout ça, c'est un marché qui évolue extrêmement vite pour se permettre eh bien, de sortir un smartphone par an. En tout cas, si on veut garder la main sur le marché du haut de gamme, Sony a bien compris qu'il fallait mettre à jour donc une fois de plus par an son smartphone. Et c'est le cas avec ce Xperia Z2 qui tout simplement, je vous l'annonce tout de suite, n'est qu'une mise à jour entre guillemets du Xperia Z1, c'est-à-dire qu'une fois que les composants du Xperia Z1 non pas sont obsolètes bien sûr, mais une fois que ça n'est plus le dernier cri sur le marché, eh bien Sony propose directement un nouveau smartphone haut de gamme, puisque Sony veut vraiment être le leader, en tout cas tous les constructeurs en général, mais en tout cas Sony ne veut absolument pas perdre la main sur ce marché. Donc à chaque fois qu'on a une nouvelle génération de processeurs, normalement Sony sort une nouvelle version de son smartphone, et en tout cas pour rester au top du top. Alors pour ce qui est du prix, tout simplement, eh bien à sa sortie, il va coûter comme tous les smartphones aux alentours de 700 €, voire peut-être un petit peu en dessous, mais en tout cas on est dans les plus de 600 € et on est très proche des 700 €. En tout cas en ce moment il coûte 699 €, donc voilà, c'est un haut de gamme, c'est juste entre guillemets normal qu'il soit à ce prix-là. Alors après tout est relatif, est-ce qu'on juge normal ou pas le prix des smartphones en général, mais en tout cas par rapport aux autres c'est normal, voilà, c'est un prix d'un haut de gamme. Souvent, les hauts de gamme, quand ils sortent, ils sont à plus de 600 € et frôlent même les 700 €, ce qui est le cas de ce Z2. Voilà pour le prix. Et puis pour ce qui est des couleurs, eh bien, on est sur du classique chez Sony, comme d'habitude. On a la version noire et la version blanche. Alors la version blanche, elle, est toujours avec une façade avant donc noire. Donc ça c'est un petit peu dommage pour ceux qui veulent des versions blanches complètes. En tout cas voilà, ça donne un côté un petit peu bicolore qui peut plaire ou déplaire. Et puis on a bien sûr ce fameux violet bleu un petit peu étrange de chez Sony qui est typique au smartphone de chez Sony, c'est un petit peu la touche originale de Sony. Et puis ils gardent cette couleur, alors à part pour le Z1 compact, il me semble qu'ils avaient fait un petit peu une différenciation, il y avait plutôt du rose et du jaune. Là on est vraiment sur du noir, blanc et violet bleu, voilà, ça dépend un petit peu comment on voit ça, puisque c'est une couleur assez typique qui est plutôt jolie, puisque forcément elle est un petit peu originale. Donc ce qui est original est plutôt joli normalement. En tout cas sinon vous avez le classique noir ou blanc. Alors on va terminer cette introduction avec un rapide déballage, ou en tout cas présentation de ce qu'il y a dans la boîte. On retrouve tout simplement un contenu extrêmement classique en général pour les smartphones, puisqu'on retrouve un cordon, un câble micro USB, donc USB micro USB pour recharger le téléphone ou pour le synchroniser avec votre ordinateur, avec le logiciel PC compagnon de Sony pour le mettre à jour, transférer vos données, vos films, etc. On retrouve bien sûr pour accompagner ce câble, on a un chargeur donc secteur avec également une prise USB pour brancher le câble, ce qui est normal. Donc pour le recharger plus vite, puisque quand il est branché, un ordinateur il charge beaucoup moins vite, donc mieux vaut le recharger en secteur. Et puis on retrouve une très bonne note, un kit piéton ou plutôt des écouteurs Sony intra-auriculaires et qui ne sont pas si classiques que ça, puisque ce sont des écouteurs typiques de chez Sony et des écouteurs de très bonne qualité. Voilà, alors on va commencer cette partie hardware avec l'esthétique du téléphone, ses dimensions, on va être très factuel, donc ses dimensions en hauteur, on est sur du 146,8 mm, on est sur du 73,3 mm de largeur, et puis en épaisseur, on est avec 8,2 mm, donc ce qui est plutôt fin. Par rapport au Xperia Z1, alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, il est un petit peu plus grand, forcément, puisque l'écran est un petit peu plus grand. On est sur la largeur à peu près pareil, donc là on est sur du 73,3 mm, c'était à peu près la même chose sur le Z1, et puis sur l'épaisseur également, voilà, on est un petit peu plus fin sur ce Z2, forcément c'est une mise à jour, donc c'est un petit peu normal qu'il y ait quelques optimisations. Pour le poids, on est sur un poids de 163 grammes, là aussi ça a été optimisé puisqu'il est un petit peu plus léger. Alors il n'est pas léger, il ne fait pas partie des poids plumes de smartphone, forcément on est loin du Nexus 5 avec ses 130 grammes, mais c'est un petit peu normal puisque c'est un smartphone avec des finitions nobles, donc forcément avec de l'aluminium et du verre, c'était assez difficile de faire un poids plume, mais 163 grammes pour un smartphone de cette taille et puis avec des finitions en aluminium et en verre, c'est pas si lourd que ça, en tout cas c'est largement acceptable avec de telles finitions. Alors pour ce qui est de l'esthétique cette fois en général, eh bien on va commencer avec la tranche droite, la tranche principale du smartphone, puisque c'est là où se trouve le bouton Power, un bouton un petit peu essentiel quand même si on veut utiliser un smartphone.
On retrouve en dessous le bouton volume qui est un petit peu petit, alors juste visuellement, hein, mais sinon il ne pose aucun problème par rapport aux autres smartphones hein, qui ont un bouton plutôt un petit peu plus long. Et on retrouve en dessous le bouton appareil photo qui est très utile, qui d'ailleurs a été un gros reproche qu'on a fait à Sony à la sortie de son premier Xperia Z, puisqu'il n'avait pas de bouton photo. Alors c'est pas vraiment un défaut, mais ça en devient un défaut hein, quand on sait que ce Z2 comme la ligne Z eh bien, est résistante à l'eau et à la poussière avec une norme assez élevée, IP55, IP58, donc c'est très bon, en tout cas pour la vie de tous les jours. Donc beaucoup se plaignaient de ne pas pouvoir prendre de photos sous l'eau, ou en tout cas être obligé de jongler avec des fonctionnalités comme le minuteur, plonger sous l'eau en attendant que la vidéo se déclenche. Là, depuis le Z1, on a un bouton appareil photo, donc c'est un bon point, voilà, vous pouvez aller sous l'eau, à la piscine, etc. Alors bien sûr, en bouchant les caches, on va y revenir juste après. Donc vous pouvez prendre des photos sous l'eau avec un déclencheur classique à double pression. Donc le premier c'est le focus et le deuxième c'est prendre la photo. Et au-dessus donc on retrouve un cache qui abrite la micro SD. Donc forcément tous ces caches dont on va parler doivent être fermés pour rester étanches et résistants à la poussière. On retrouve sur la partie gauche c'est bien une prise dock ou une prise magnétique pour un chargeur magnétique assez pratique hein, qui est vendu séparément. Donc on a juste à poser, à approcher la prise et elle se clipse automatiquement puisque c'est aimanté. Ou alors compatible avec un dock, ou alors une coque compatible recharge sans fil. Et juste au-dessus, on retrouve donc une trappe qui était sous la forme de deux trappes sur le Z1, mais qui passe en une seule, mais qui abrite toujours deux connectiques, que sont le micro USB, hein, donc USB 2.0, et puis la trappe pour la carte SIM qui est au format micro SIM. On retrouve sur la tranche supérieure eh bien, la prise jack 3.5 qui depuis le Xperia Z1 a la grande qualité d'être ouverte et étanche, donc c'est un très bon point ça, puisqu'on n'a plus besoin de refermer comme sur l'Xperia Z premier du nom la trappe des écouteurs pour retrouver l'étanchéité. Là la prise est ouverte, il n'y a absolument rien à faire, vous mettez les écouteurs, vous les débranchez, peu importe, la prise est étanche. Et on retrouve à côté du jack le micro secondaire qui était sur le Z1 un petit peu plus derrière sur la coque arrière. Voilà, donc la Sony l'a mis plutôt sur la tranche supérieure. Et sur la tranche inférieure on retrouve donc une petite grille de 3 trous sur l'aluminium qui abrite tout simplement le micro et qui n'abrite plus le haut-parleur puisque le haut-parleur, ou plutôt les haut-parleurs, sont cette fois sur la façade avant du smartphone, mais on y reviendra dans la partie audio. Et puis on retrouve également quelque chose de plus anecdotique, hein, mais qui a le mérite d'être là puisque c'est un smartphone un petit peu baroudeur, ou en tout cas on peut plus se permettre de barouder avec qu'avec un smartphone qui n'est pas étanche et pas résistant à la poussière. On retrouve dans le coin inférieur à gauche une prise tout simplement pour mettre une dragonne, voilà, donc pour les plus aventuriers, ceux qui veulent prendre des photos dans des conditions un petit peu difficiles ou qui ont un petit peu peur pour leur smartphone, hein, puisqu'il vaut quand même près de 700 €, donc ils ont un petit peu raison quand même, eh bien mettre peut-être une dragonne pour filmer, prendre une photo dans des conditions un petit peu difficiles. Alors le style en général, eh bien, on est sur un style Xperia Z tout simplement, donc la ligne Z, c'est un style très carré, très anguleux. Alors on est sur un style ultra tranché, hein, c'est-à-dire que les dimensions ne varient jamais. La hauteur du smartphone, la largeur, même l'épaisseur, tout ça sont des dimensions constantes. Ça veut dire que tout a été taillé symétriquement, Sony appelle ça omnibalance, donc c'est vraiment symétrique, tout est absolument en ligne droite. C'est-à-dire, voilà, l'épaisseur ne varie pas en fonction de l'endroit où on la prend. Si on prend l'épaisseur au milieu du smartphone, ou si on la prend dans un coin ou sur le côté, ça ne change jamais. Il n'y a pas de dos arrondi. Même sur la hauteur, il n'y a absolument pas de variation. Tout est droit, tout est taillé. Alors c'est un petit peu dérangeant pour la prise en main, puisque forcément le corps humain est tout sauf symétrique. Les mains, voilà, c'est quelque chose qui bouge. Donc c'est un petit peu compliqué à le prendre en main. Alors c'est pas désagréable, mais en tout cas c'est clairement pas un smartphone qui a été étudié pour être agréable en main, donc il est quand même très agréable puisque forcément, alors c'est agréable d'une autre façon. Par exemple, le Moto X ou le Moto G ont été pensés pour la main avec un dos arrondi très agréable, mais ils sont en plastique. Là, c'est agréable tout simplement parce que on sent en main la froideur de l'aluminium, on sent que c'est des matières nobles, donc on est content d'avoir un smartphone ultra bien fini avec de très beaux matériaux. Donc finalement, le plaisir de la prise en main est là aussi, mais d'une autre façon. Parce que techniquement, les angles très agressifs du smartphone eh bien, sont pas très agréables en main. En tout cas, sont pas des plus agréables. Voilà. Mais la finition joue un rôle psychologique. Voilà, quand on l'a en main ou quand on le pose voilà, sur une table, eh bien, c'est très agréable de voir un smartphone aussi beau. Est-ce que c'est peut-être même le smartphone le plus beau, avec bien sûr les HTC qui sont tout en aluminium. Ce Xperia Z2, au même titre que le Z1, font partie clairement des smartphones les plus jolis, qui sont alors très anguleux, donc en main c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais le fait de sentir des matériaux aussi beaux, eh bien ça en devient agréable finalement.
Alors pour ce qui est donc de l'image et du son, on va commencer par l'affichage. Donc on est sur un écran de 5,2 pouces en résolution Full HD. Donc le Full HD c'est du 1920 par 1080 pixels et on est sur une densité donc de 424 pixels par pouce. Voilà, donc on n'a pas besoin d'ajouter grand chose, hein. On est au-dessus des 300 ppi, donc forcément on ne voit pas la différence. On est sur un écran IPS, un écran d'ailleurs aussi triluminos, et on passe enfin sur de l'IPS, comme je viens de vous le dire, enfin, puisque le Z et le Z1 n'étaient pas IPS, alors on avait des angles de vision très mauvais. Alors c'était pas catastrophique, mais pour un haut de gamme à 700 €, on peut et on doit même être exigeant, et en tout cas chipoter pour un rien, c'est un petit peu normal pour un smartphone à ce prix-là. Et bien là, on est enfin sur l'IPS, donc on a de très bons contrastes, on a également bien de très bons angles de vision, ce qui n'était pas le cas sur les prédécesseurs. Enfin de l'IPS, alors pas tout à fait, puisque le Xperia Z1 Compact, c'est vraiment lui en fait qui a signé l'arrivée de l'IPS sur les Xperia. Mais bon, c'est un smartphone un petit peu accessoire, ou en tout cas un petit peu de côté, puisque c'était vraiment destiné à ceux qui voulaient un petit smartphone avec la même configuration que le Z1, donc c'est pas non plus un mauvais smartphone, mais en tout cas dans la lignée Z, dans la lignée haut de gamme, on note l'arrivée, donc dans la lignée Z, Z1, Z2, etc., on note l'arrivée de l'IPS enfin, ce qui change vraiment tout. C'est d'ailleurs un des changements majeurs vraiment visibles, puisque l'écran est vraiment de très bonne qualité et Sony revient de loin, puisque Sony faisait partie des constructeurs les plus mauvais sur l'affichage, en tout cas dans le haut de gamme. Et bien là, Sony passe d'un coup avec un écran des plus beaux, vraiment c'est un des écrans les plus beaux dans les smartphones actuels. Alors cet écran de 5,2 pouces en Full HD n'est pas 4K, Sony a décidé de ne pas vraiment surfer sur cette vague, en tout cas de la Quad HD comme le fait LG avec son G3. Là on est sur du Full HD, alors clairement ça change absolument rien puisqu'on est à 424 ppi. 424 c'est énorme, en tout cas pour être visible à l'œil nu. C'est très rare de pouvoir faire la différence entre du Quad HD ou du Full HD sur du 400 ppi. C'est vraiment très dur, puisque l'œil humain en moyenne, ça dépend des gens, mais en moyenne c'est 300 ppi, la limite de visibilité à l'œil nu. Là on est sur du 424, donc il n'y a clairement pas photo, c'est quasiment impossible, voire même c'est carrément impossible de faire la différence entre Full HD ou 4K ou Quad HD sur un écran de 5,2 pouces. Donc la résolution est parfaitement acceptable, et en tout cas regarder des vidéos sur ce magnifique écran est très agréable. Alors pour ce qui est bien de haut-parleurs maintenant, voilà donc un des changements majeurs par rapport au Z2. Donc il y a pas mal d'évolutions, vu que Sony met à jour un petit peu ses smartphones 2 fois par an. Et bien là on n'est plus sur de l'évolution, mais cette fois on a vraiment une vraie nouveauté, puisque au même titre que le HTC One, Sony a décidé de mettre 2 haut-parleurs stéréo donc en façade avant. C'est donc le premier smartphone stéréo de chez Sony. Donc on a 2 smartphones stéréo sur la façade avant, comme le HTC One. Le son est très bon, c'est un des meilleurs sons qu'a jamais proposé Sony. Et puis c'est là où on se rend compte, grâce à HTC et puis donc Sony maintenant, que c'est vraiment le meilleur endroit pour vraiment profiter du son, puisque cette fois aucun risque de le bloquer, en tout cas de boucher la sortie audio. Là cette fois vraiment on peut jouer en mode paysage, regarder des vidéos, on ne bouge jamais le haut-parleur, et puis même si on met son pouce dessus, vu qu'il y a 2 haut-parleurs, le son n'est jamais vraiment étouffé, ce qui est un très très bon point. Alors le son est un petit peu moins bon que le HTC One, d'après les premiers retours, puisque forcément ce smartphone est étanche. Alors qui dit étanche dit bien sûr qu'on doit faire toute une sorte de norme à l'intérieur, tout un revêtement étanche, complètement résistant à la poussière, pour pouvoir bénéficier de cette norme IP55, IP58. Donc forcément c'est un petit peu évident, les haut-parleurs sont un peu en retrait dans la carcasse et sont vraiment un petit peu incrustés derrière la dalle, puisqu'on n'a pas vraiment de grille de haut-parleurs, mais uniquement de très légères tranches qui laissent passer le son, contrairement au One sur lequel HTC s'est permis, en tout cas a eu la possibilité de faire de véritables grilles de haut-parleurs. Il n'a eu pas vraiment de contraintes, en tout cas par rapport à l'étanchéité, puisque le One n'est pas du tout étanche, n'est pas certifié IP55, IP58, donc forcément c'est beaucoup plus facile de faire un bon son. Mais ce Z2 procure un son de très bonne qualité. En tout cas il n'y a vraiment aucun défaut, c'est juste que le One est un chouïa au-dessus au niveau du son. Après c'est vraiment à vous de voir si vous préférez l'étanchéité et avoir un très bon son,
ou ne pas avoir d'étanchéité et avoir le meilleur son. Ça dépend vraiment dans quel degré vous aimez la musique. En tout cas, voilà, je ne vais pas vous révéler la conclusion tout de suite, mais ce smartphone est étanche et le son du coup est un petit peu étouffé, un petit peu en retrait parfois, mais n'en reste pas moins très puissant. Le son est très bon, voilà, c'est un son stéréo, on passe enfin sur du stéréo, donc le son est très agréable et en tout cas, voilà, écouter de la musique également est très agréable à l'écoute et le son est très puissant d'ailleurs avec la norme Audio Clear Plus, la norme logicielle de Sony, une fois activée, alors déjà que le son était très agréable et très bon en stéréo de base, avec la norme Audio Clear Plus en plus, eh bien le son est de très bonne qualité, beaucoup plus net, beaucoup plus clair, et voilà, écouter de la musique est très agréable. Alors on va parler maintenant des performances de ce smartphone et donc des performances brutes pour commencer, donc sa fiche technique. On a donc un processeur, on a un Qualcomm Snapdragon 801 cadencé à 2,3 GHz avec toujours la puce graphique Adreno 330. Et puis pour supporter tout ça, on passe cette fois à 3 Go de RAM. Alors concrètement, c'est là où on est bien plus dans la mise à jour plutôt que dans la nouveauté, puisque les haut-parleurs donc stéréo étaient une vraie nouveauté. Là, on passe cette fois plutôt sur de la mise à jour, puisqu'on était sur du Qualcomm donc S800 en processeur sur le Xperia Z1. Là, on est sur du S801. C'est voilà tout simplement l'évolution naturelle. D'ailleurs, même Qualcomm ne considère pas que c'est vraiment un nouveau processeur, puisque on reste sur la même plateforme Adreno 330, c'était également un Adreno 330 en plus graphique, donc c'est voilà, on est dans la famille des S800, voilà. Donc c'est un petit peu meilleur en tout cas, mais ça reste voilà, à l'utilisation, on voit pas tellement la différence. En tout cas, c'est un meilleur processeur, mieux optimisé, donc une évolution naturelle. Et puis on passe également à 3 Go de RAM comparé au Z1 qui avait donc 2 Go de RAM. Là encore, est-ce que ça change grand chose? Bon, c'est un petit peu relatif. En tout cas, voilà, toujours est-il qu'on a donc un smartphone plus puissant. C'était 2,2 GHz avant, on a 2,3 maintenant avec un 801, 3 Go de RAM au lieu de 2. Donc voilà, c'est une évolution de l'architecture, une évolution naturelle, une meilleure évolution en tout cas, mais qui n'est pas révolutionnaire. Alors pour ce qui est des benchmarks, eh bien là encore, c'est là qu'on voit que c'est une légère évolution puisque les benchmarks ne changent pas beaucoup. On reste sur les benchmarks un petit peu traditionnels puisqu'on est presque aux 35 000 points, 34 500 points environ avec en tout, ce qui est un énorme score, un très bon score, mais en tout cas rien de bien énorme comparé au Z1 qui faisait aussi de très bons scores. Et puis on a également un très bon score sur Quadrant avec quasiment 19 000 points. Voilà, là encore, comme le Z1, ce Z2 est un haut de gamme qui vraiment fait tout tourner. En tout cas, les benchmarks sont très bons, puisque là encore, avec Epic Citadel, on est encore quasiment aux 60 images par seconde. Donc voilà, donc des performances très bonnes. Et puis en tout cas, les jeux, il n'y a vraiment aucun problème. Et puis sur un écran un petit peu plus grand que le Z2, c'est encore plus agréable. Sans parler des haut-parleurs stéréo qui rendent vraiment l'expérience de jeu très bonne.
Alors pour ce qui est de la PN, donc de l'appareil photo de ce Xperia Z2, eh bien on est également, comme sur le Z1, on est sur une optique de 20,7 mégapixels qui filme cette fois en 4K. Alors là c'est assez spécial, on va en reparler dans les usages du téléphone. En tout cas voilà, il filme en 4K, donc également bien sûr, on peut choisir plutôt la Full HD ou bien 720p. Et donc on est exactement, en tout cas selon l'indication sur le smartphone, on est également sur une optique G 20,7 mégapixels, donc c'était la même optique que sur le Z1. Les photos sont très bonnes, en tout cas sont bonnes, on verra ça bien sûr dans les usages du téléphone, mais en tout cas il n'y a pas vraiment de souci là-dessus, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous ne serez pas vraiment déçu concernant les photos. Alors pour ce qui est des connectivités de ce smartphone, eh bien on a absolument tout. Forcément c'est en haut de gamme, donc on a de la 4G LTE, il est compatible donc 4G LTE, 3G également bien sûr. On a également du Wi-Fi, A, B, G, N, AC, il est également compatible Bluetooth. On a également du GPS, du GPS donc compatible avec les normes AGPS et GLONASS. Et puis on a également du NFC, donc on voit le logo à l'arrière du smartphone. NFC voilà, qui sert à transférer des données en collant le téléphone à un autre, ou encore pour payer sans contact. Alors c'est pas vraiment quelque chose de répandu, honnêtement on s'en sert pas souvent, mais bon voilà, c'est en haut de gamme, forcément il y a du NFC. Par contre, petit bémol, on note qu'on a du NFC, donc un usage dont on se sert pas vraiment, en tout cas la majeure partie des gens s'en servent pas vraiment, mais on note l'absence de rechargement sans fil. Alors c'est pas gravissime, ça court pas vraiment les rues, mais en tout cas ça commence à arriver. En tout cas j'imagine que c'est plus utile, en tout cas pour pas mal de gens, de recharger son smartphone sans fil plutôt que d'avoir du NFC. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. D'ailleurs, les Nexus ont ça depuis pas mal de temps maintenant, depuis le Nexus 5, même le Nexus 4. Et d'ailleurs, je me demande si le Nexus d'avant n'avait pas déjà ça également. Donc c'est un petit peu dommage, voilà, surtout que c'est une antenne NFC. Il me semble qu'on peut faire aussi une antenne rechargement sans fil NFC qui prend autant de place. Donc c'est un petit peu dommage, d'autant que Sony compte sortir des coques qui se mettront dans la prise dock, qui seront compatibles au rechargement sans fil. Bon, pour un smartphone à 700 €, voilà, peut-être qu'on aurait aimé quand même avoir ça implémenté de base. En tout cas, c'est normal de chipoter un petit peu pour un smartphone aussi cher. C'est un petit peu pour ça qu'on prend un smartphone haut de gamme, c'est d'avoir toutes les normes. Là, il manque la recharge sans fil. Alors, c'est pas du tout essentiel pour certains, mais bon, à 700 €, il faut noter ce qu'il n'y a pas. Et puis alors pour ce qui est des connectiques, alors là encore c'est ultra complet forcément, donc on a du micro USB en 2.0, on a un jack 3.5 mm, on a un port micro SD compatible jusqu'à 128 Go. Alors ça c'est un très bon point, puisque, alors c'est un bon point qui est accompagné d'un point négatif, puisque on est sur du 16 Go, c'est un modèle unique, il n'y a pas de version 32 Go. C'est un modèle 16 Go. C'est vraiment dommage que les constructeurs proposent une version standard, et voire même certains, comme c'est le cas là, proposent une version unique de 16 Go, puisqu'on augmente en puissance, on augmente en graphisme de jeu, donc on augmente forcément en taille de jeu, on augmente en résolution des capteurs, de photos, donc en taille encore, on augmente en résolution vidéo, avec de la 4K maintenant, ça prend énormément de place, donc heureusement qu'il y a un port micro SD, on a envie de dire que c'est un plus. Mais bon, avec 16 Go, c'est pas vraiment un plus, c'est plutôt indispensable. C'était juste indispensable de proposer une micro SD de 128 Go. Alors un port micro SD, parce qu'il n'y a pas de micro SD à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est plutôt un défaut, puisque on a beau vouloir annuler le défaut des 16 Go avec un port micro SD, ça ne change pas qu'au final, le smartphone vaut 700 € et qu'il n'y a pas de micro SD à l'intérieur. Donc au final, on pourrait mettre 14 ports micro SD autour du téléphone. Ça ne changerait pas qu'il n'y a pas de port micro SD en fait. Enfin, il n'y a pas de carte micro SD. Donc c'est un petit peu compliqué. Il y a 16 Go sorti de la boîte. On peut mettre autant de ports qu'on veut. C'est 16 Go en fait. Donc voilà. Ça va être compliqué de filmer en 4K et même en 1080p. Voilà, ça prend de la place. C'est un petit peu dommage. D'autant que les applications ne sont pas déplaçables sur la carte SD. Alors c'est pas vraiment un défaut, puisque bon, en soi c'est plutôt une bonne chose que Google ait interdit ça, puisque voilà, quand on déplace le launcher, etc. sur la carte SD, au final une carte SD c'est fait pour être enlevée, transférer les photos, etc. Vous l'enlevez, il y a la moitié de l'application qui est installée sur la carte SD, puisqu'il reste toujours une partie dans le smartphone, donc du coup ça bug dans tous les sens. Donc voilà, pourquoi pas avoir interdit l'installation d'applications sur la mémoire de la SD, pourquoi pas, puisque voilà, après c'est le principe d'une clé USB, après tout c'est un petit peu normal, voilà, c'est un petit peu une philosophie ordinateur, la carte SD c'est une clé USB, on ne va pas installer des applications dessus, des programmes, alors il y a des versions portables, etc., mais c'est des versions spéciales, là c'est un smartphone, c'est un petit peu normal, mais bon, techniquement, normalement, de toute façon, ça revient au même, puisque la carte SD permet donc de stocker toutes ces musiques, tous ces films, etc.
Donc techniquement de l'espace en plus pour les applications, puisque ça fait tant de musique, tant de gigas, etc. en moins dans le téléphone. Donc ça fait de la place pour les applications. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de carte SD dans la boîte, non pas parce que eh bien, c'est normal, puisque voilà, aucun constructeur n'en fournit, mais c'est que proposer du 16 Go avec en plus la 4K qui arrive maintenant, on peut filmer en 4K, donc bon, c'est un petit peu compliqué quoi, de proposer ça sans carte SD. Alors c'est pas vraiment qu'il n'y ait pas de carte SD le défaut, c'est que ce soit 16 Go en fait. Voilà, le minimum aurait été 32 Go. C'est un peu dommage, mais en tout cas c'est amplement suffisant, hein. C'est juste pour les fichiers multimédia, pour les gens qui veulent mettre leur musique, leurs films et qui en plus veulent filmer en 4K. Ça va vite être difficile puisqu'on a uniquement 16 Go et il faut savoir que le système prend de la place. Donc on a au final environ 12 Go. Admettons qu'on filme en 4K un tout petit peu et ça y est, on s'est vite rempli. En tout cas, avec une carte micro SD, ça fera parfaitement l'affaire. Avec une carte micro SD 128 Go, encore plus. Mais on ne peut pas considérer que c'est une qualité puisque la carte micro SD, il faut l'acheter séparément. Et qu'une carte micro SD 128 Go, c'est bien beau hein, de le certifier 128 Go, mais 128 Go ça coûte plus de 100 €. Donc ça fait un smartphone à plus de 800 €. Voilà, donc c'est attention, ça change un petit peu la donne au niveau du prix. Alors pour ce qui est de la partie software, eh bien ce Xperia Z2 tourne sous Android 4.4, donc Android KitKat. Par contre, pour la surcouche, eh bien on est sur une surcouche Sony hein, qui n'a pas vraiment de nom puisque c'est une surcouche très légère. Donc on est sur une surcouche qui évolue finalement pas, hein, qu'on soit sur des Xperia en 4.1, 4.2, 4.3 ou même 4.4 comme ici. C'est une surcouche qui stagne un petit peu, qui est toujours dans le même style, alors malgré quelques refontes, quelques améliorations, comme par exemple un système de thème hein, qui est disponible maintenant dans les Xperia, ou encore quelques changements de fond d'écran. On est toujours sur le même genre de surcouche, donc la surcouche Sony, qui n'a pas vraiment de nom. On est donc sur un remaniement des icônes, des fonds d'écran, quelques possibilités en plus, voilà, quelques applications en plus, ou en tout cas qui viennent remplacer d'autres applications ou une ou deux fonctionnalités en plus, mais en tout cas globalement on est plus hein, sur de l'Android stock revisité avec une surcouche assez faible. Alors techniquement oui c'est une surcouche, mais c'est pas vraiment une surcouche dans le sens où d'ailleurs même Sony ne considère pas ça comme une surcouche puisque Sony ne communique pas vraiment de nom à sa surcouche ou ne communique pas vraiment dessus, puisque voilà, quand on voit Samsung avec TouchWiz ou encore HTC avec Sense, eux communiquent vraiment dessus, donnent vraiment un nom. Là on n'a pas vraiment de nom, c'est voilà, c'est la surcouche Xperia, c'est un petit peu l'univers Xperia avec quelques remaniements, quelques styles visuels, mais globalement c'est une expérience assez simple. Et en tout cas Sony, alors sans parler des Nexus, et encore que les Nexus maintenant ont leur surcouche, et bien là Sony est un des constructeurs qui propose la surcouche la plus légère. Alors pour ce qui est de l'usage, eh bien cette surcouche est très légère puisqu'on a seulement 4 Go qui sont utilisés pour le système, ce qui est assez peu comparé à d'autres surcouches comme par exemple TouchWiz qui prend quasiment 8 Go. Là on est sur le 4 Go, donc on a 12 Go qui restent, c'est un bon point. Par contre, ça peut devenir un point négatif pour ceux qui aiment beaucoup les surcouches, qui aiment les ajouts logiciels, qui aiment les ajouts qui améliorent l'expérience utilisateur avec quelques fonctions supplémentaires, voire même beaucoup par rapport à TouchWiz. Voilà, donc il faut se choisir vraiment. Si quelqu'un qui adore TouchWiz ou d'autres surcouches très conséquentes risque d'être déçu quand même parce que cette surcouche va paraître très pauvre. En tout cas, on a une sensation de surcouche, mais finalement il n'y a pas vraiment de nouveauté, si ce n'est quelques ajouts. Par exemple dans le multitâche, on a quelques small apps, comme appelle ça Sony. C'est vraiment des petites applications qui vont se mettre par-dessus l'écran, comme par exemple une calculatrice ou bien un minuteur. Donc c'est assez anecdotique. Ou voilà, ce système de thème, c'est voilà, c'est des petites surcouches, une petite surcouche plutôt dans le style avec quelques applications à rajouter. On a par exemple la suite d'applications Sony qui est très bonne, mais c'est pas vraiment une surcouche puisque ça vient remplacer la galerie, etc. Donc on n'a pas vraiment de fonctionnalités supplémentaires. On a par exemple l'application Walkman qui est très épurée, très belle, qui correspond avec tout l'univers du téléphone, tout l'univers Sony. Par contre, on retrouve de plus en plus l'intégration des services Sony, par exemple dans l'application Walkman. On a directement en page d'accueil les musiques, les nouveautés qui sont finalement dans le cloud, donc c'est pas nos musiques. Donc on est là, on a un petit peu de mal à savoir où sont nos musiques. On doit être dans un onglet sur le côté, choisir mes morceaux et puis écouter ses propres musiques. Mais par défaut, quand on ouvre Walkman,
on voit plein de nouveautés Sony, plein d'artistes qui sont pas dans notre carte SD ou qui sont pas tout simplement dans notre téléphone. Donc c'est un petit peu dérangeant. En tout cas, Walkman devient de plus en plus une plateforme multimédia pour acheter des musiques. Alors en même temps, c'est un petit peu normal dans le sens où il faut bien gagner un petit peu d'argent. Même Google le fait avec Google Play Music, puisqu'on voit vraiment les artistes, les nouveautés, etc. Mais c'est quand même un peu dommage, puisque voilà, on paye ce smartphone 700 €. On voit encore des pubs. Alors c'est pas vraiment des pubs puisque c'est des artistes, donc c'est pas considéré comme vraiment de la pub. Mais c'est un petit peu, voilà, c'est apparenté à de la pub. C'est un petit peu dommage. Ça dépend des gens, ça va en déranger, ou encore d'autres ça va pas en déranger. Mais voilà, ouvrir Walkman et voir les propositions de Sony, c'est un petit peu dérangeant puisque normalement, techniquement, logiquement, quand on ouvre Walkman, c'est pour écouter sa musique. Donc voir les nouveautés, alors ça peut se zapper assez vite, mais bon. On a ensuite l'application Album. Alors ça, c'est vraiment l'application Sony, une des meilleures, puisque on est vraiment sur du très basique et du très bon, puisqu'on a vraiment un usage donc ultra basique. Il n'y a pas vraiment de fonction. Par contre, on a une galerie extrêmement bien optimisée. On peut zoomer ou dézoomer dans la grille avec un effet élastique qui donne vraiment la sensation de contrôler ce qu'on fait, ce qu'on veut afficher, puisqu'on peut zoomer au maximum pour essayer d'afficher la photo quasiment en plein écran sans vraiment l'ouvrir, donc en faisant défiler les photos. Et on peut bien sûr dézoomer en ayant une grille extrêmement dense pour vraiment voir ces photos, voir un amas de photos si vraiment on en a énormément, ce qui permet d'avoir un très bon aperçu de loin de toutes ces photos. On a également l'application Film qui là encore vient remplacer l'application de base sous Android, donc c'est le lecteur vidéo. Là encore, comme Walkman, pas grand chose à signaler, un design épuré, typique chez Sony. En tout cas un design qui correspond bien à l'esprit Xperia avec un vrai style épuré, tout dans la transparence, vraiment très joli et très design. Alors pour ce qui est de l'application photo, là on est sur une interface plutôt classique, on est donc sur une interface très simple, en tout cas par défaut on est dans un mode automatique qui est donc en 8 mégapixels, mais qui exploite les fonctionnalités du capteur de 20,7 mégapixels, c'est-à-dire qu'on a un zoom sans perte. Donc en fait l'application prend une photo en 20,7 mégapixels et va la redimensionner en 8 mégapixels, donc ce qui permet de faire un zoom sans perte. Donc on peut zoomer jusqu'à un certain seuil dans une photo. Le téléphone en fait prend en réalité le cliché en 20,7 mégapixels et va le recadrer sur en fait 8 mégapixels. Alors dans les faits, c'est pas vraiment sans perte, mieux vaut quand même se rapprocher de sa cible si vraiment c'est possible. Là en tout cas la qualité est vraiment très bonne, on a vraiment un tout petit peu de perte, mais c'est vraiment négligeable par rapport au zoom qu'on peut faire. Et puis sinon, au-delà de ce mode automatique, on retrouve différents modes, comme par exemple le mode manuel ou alors le mode réalité augmentée qui rajoute des effets, comme par exemple un dinosaure dans la pièce en 3D. On bouge le téléphone et donc l'appareil photo bouge en fonction du mouvement, donc le dinosaure reste à la même place. Sinon, on a d'autres applications, on peut donc télécharger des plugins gratuitement ou en payant. Par exemple le plugin Vine ou un plugin qui est intégré déjà par défaut Social Live qui permet de streamer directement ce qu'on filme avec l'application caméra sur Facebook. Et puis on a également quelques filtres, quelques effets. Et puis on constate également un mode 4K, ce qui est assez décevant. Alors c'est pas décevant par le fait qu'il y a un mode 4K, mais par le fait que Sony le vend comme étant compatible 4K. Alors clairement, dans les faits, c'est le cas bien sûr, il filme en 4K, mais on s'attendait à avoir une vraie résolution 4K intégrée, c'est-à-dire qu'en mode manuel, quand on va dans les options, on peut filmer au maximum en 1080p avec tous les réglages, balance des blancs, luminosité, etc. Et en fait, la 4K n'est clairement pas encore abouti sur les smartphones puisque c'est un mode à part entière, donc un mode au même titre que le mode réalité augmentée. La 4K est un mode qu'il faut activer et à partir du moment où on active ce mode, on est en mode 4K, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune interface, aucun réglage. À partir du moment où on passe au-dessus de la Full HD, donc dans ce mode 4K, on n'a plus de réglage, plus rien, on ne peut que se contenter de filmer en 4K. Donc c'est vraiment un mode à part entière, au même titre qu'on peut télécharger les Social Live, on peut télécharger l'application Vine, les applications de réalité augmentée, etc. Là, c'est le mode 4K qui est fait pour filmer en 4K. Donc c'est pas du tout intégré au téléphone, c'est pas intégré dans le mode manuel, c'est pas une résolution vraiment prise en charge dans toute l'application, c'est tout simplement un mode en fait. Donc c'est un petit peu décevant, mais sinon ça fait le job, il n'y a pas de problème, ça filme en 4K. C'est juste que c'est un mode à part, donc forcément on perd tous les paramètres du mode manuel. Alors sinon pour ce qui est de la qualité des photos, là rien à dire, elles sont très bonnes. Alors par contre attention à ne pas se laisser piéger par la conversion en mégapixels. Ce n'est pas parce que ce Z2 a un capteur de 21 mégapixels quasiment, qu'il est deux fois plus performant qu'un 8 mégapixels ou qu'un 13 mégapixels.
ce qui est assez décevant au final. Alors c'est pas décevant puisqu'il prend de bonnes photos, mais finalement quand on compare à des 13 mégapixels, à un Xperia Z ou alors à un Nexus 5 8 mégapixels, etc., eh bien les photos sont mieux bien sûr, mais voilà, sont un peu mieux, voire même parfois pareil. Donc au final il prend des bonnes photos, il n'y a aucun problème sur ça, et donc finalement ce capteur de 20,7 mégapixels ne prend pas des photos 2 fois mieux, mais apporte plutôt cet effet de zoom sans perte, en tout cas de zoom avec une perte atténuée, et ce qui est vraiment pratique quand on ne peut pas s'approcher de sa cible ou que vraiment voilà, on veut zoomer dans une photo sans s'approcher. C'est vraiment pratique puisque les photos sont croppées sur le 20 mégapixels et sont plutôt bonnes. Après, quand on compare par rapport à un zoom physique, c'est-à-dire quand on se rapproche nous-mêmes de la cible, la photo est quand même mieux quand on s'est rapproché nous-mêmes. Mais le zoom est quand même bon, donc ça permet vraiment quelques effets, et on peut mieux découper la photo après une fois quand on la travaille sur l'ordinateur. Mais en tout cas, avec 21 mégapixels, on espérait quand même que le capteur enterre la concurrence, ce qui n'est pas vraiment le cas, puisque ce capteur prend de bonnes photos comme la concurrence. Et donc pour finir avec l'usage de ce smartphone, on va parler autonomie. Il faut savoir que Sony n'a pas pu révolutionner le marché en quelques mois, donc c'est une évolution du Z1. On passe donc d'une batterie de 3000 mAh à une batterie sur ce Z2 de 3200 mAh, donc 200 mAh de gagné. C'est toujours ça de prix, l'autonomie est toujours bonne, voire même très bonne, suivant l'utilisation. En tout cas, il fait partie des smartphones qui ont une bonne autonomie. Pas forcément la meilleure autonomie, mais l'autonomie est bonne et en tout cas est un petit peu meilleure que bien sûr le Z1. Alors après tout est relatif bien sûr, puisque ça dépend si vous passez la journée à filmer de la 4K sur votre carte micro SD de 128 Go, forcément l'autonomie va vite fondre, mais en tout cas cette batterie de 3200 mAh tient la route. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier le mode stamina qui permet d'économiser encore plus de batterie en coupant l'accès à internet une fois que l'écran est éteint à certaines applications ou toutes les applications. Par exemple bloquer une application, par exemple Facebook ou Twitter, pendant que l'écran est éteint, et une fois qu'on l'allume l'application va chercher sur internet s'il y a des notifications, mais quand l'écran est éteint, il est en veille totalement, par défaut toutes les applications, et on peut bien sûr après rajouter des exceptions. Donc une application assez utile si on veut économiser de la batterie, et d'ailleurs le mode stamina permet, s'il est bien configuré, d'économiser vraiment pas mal de batterie. Alors pour conclure, on va finir par les points positifs de ce smartphone, et donc là ça va pas être compliqué à trouver, puisque forcément Sony est une marque réputée, c'est son haut de gamme. Donc là on a un smartphone très bien fini, en aluminium et en verre, une finition exemplaire et un des rares smartphones à être aussi bien fini. Sinon on retrouve également enfin un écran IPS, ce qui rend vraiment l'écran très bon. L'écran est très joli, la résolution Full HD en IPS et en Triluminos est vraiment très agréable, et on a là vraiment un des plus beaux écrans du marché. Et puis pour continuer les points positifs, forcément on est sur une architecture dernier cri, donc on a les meilleurs composants du marché, un processeur S801, etc. Donc voilà, on est vraiment à jour, c'est un très très bon smartphone, très réactif avec une surcouche très légère. En tout cas il est très agréable et son système est vraiment réactif, et d'ailleurs il s'allume et s'éteint en un rien de temps. Sinon on note également bien sûr le passage au stéréo avec 2 haut-parleurs frontaux cette fois, et la qualité est vraiment bonne, et on se demande d'ailleurs pourquoi tous les constructeurs ne passent pas à cette norme là, puisque c'est vraiment une différence énorme avec des smartphones plutôt classiques, avec le haut-parleur à l'arrière sur la coque. Là on a vraiment un son stéréo vraiment magnifique. Sinon on note quand même l'étanchéité, la certification IP55, IP58 du smartphone. Alors Sony a lancé la mode, puisque c'est Sony qui a lancé cette mode, ou plutôt cette fonctionnalité extrêmement pratique, puisque maintenant de plus en plus de constructeurs se mettent à suivre Sony dans cette voie, comme par exemple le Galaxy S5 de Samsung, qui a une résistance à l'eau également, alors un petit peu moins élevée, une certification un petit peu moins élevée que ce Z2. En tout cas Sony a lancé cette mode de la résistance à l'eau et à la poussière. Ce smartphone est très bon, et d'ailleurs pour 700 €, c'est un petit peu normal, on a envie de dire, d'avoir un smartphone résistant, et en plus résistant à l'eau. Donc vraiment, si vous n'avez pas envie, en tout cas si vous avez peur de mettre 700 € en l'air en le faisant tomber par terre, sachez qu'il est plutôt résistant et qu'il résiste à l'eau et à la poussière. Alors pour ce qui est des points négatifs, il faut savoir que ce smartphone est une très bonne surprise, puisque comme d'habitude Sony sait faire du haut de gamme, contrairement au moyen de gamme ou à l'entrée de gamme où Sony a un petit peu de mal à faire de bons smartphones. On a vu ça avec le T2 Ultra précédemment, avec des finitions qui laissent un peu à désirer. En tout cas dans le haut de gamme, Sony est vraiment un très très bon constructeur. Il fait des smartphones très bons, de très bonne qualité. En défaut, il n'y en a pas énormément.
Peut-être les 16 Go, on aurait aimé 32 Go de base, 16 Go ça commence à devenir un peu limite sur les smartphones haut de gamme, surtout quand ils peuvent filmer en 4K. Là, 16 Go ça va être juste, alors c'est pas juste normalement ça va, mais sur un smartphone haut de gamme, on est tenté voilà, de mettre toute sa musique, tous ses films, etc. Et 16 Go ça peut vite se remplir, d'autant que n'oubliez pas que sur 16 Go, vous n'aurez qu'environ 12 Go de disponibles. Alors, autre petit défaut qui n'en est pas vraiment un, la caméra, l'appareil photo est très bon, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que souvent, quand on lit 21 mégapixels, en tout cas 20,7 mégapixels, on s'attend vraiment à ce que Sony enterre la concurrence et finalement, eh bien, ce n'est pas vraiment le cas. Sony ne fait pas non plus moins bien, mais ce Xperia Z2, comme le Z1, prend de très bons clichés, des clichés très jolis, mais à peu près comme la concurrence qui fait à peu près la même chose avec 13 mégapixels. Donc voilà, donc c'est un petit peu décevant par rapport aux attentes en fait, mais finalement ce capteur est très bon, et d'ailleurs très bon en faible luminosité. Par contre, ces bordures permettent eh bien, une accroche, une prise en main supérieure quand on regarde des vidéos HD ou bien pendant des phases de jeu, ce qui permet de mieux tenir le smartphone sur les côtés. Mais beaucoup d'utilisateurs considèrent ces bordures comme inutiles et auraient préféré plutôt du borderless. Alors finalement, est-ce que l'achat de ce Z2 est recommandé? Eh bien clairement oui, c'est un smartphone haut de gamme de chez Sony avec la dernière configuration actuelle, et puis d'ailleurs on a en plus en prime l'étanchéité qui est limite indispensable pour un smartphone à ce prix là, à 700 €. C'est vraiment un confort de savoir qu'il est étanche, qu'on peut téléphoner sous la pluie, qu'un verre d'eau peut tomber dessus. C'est un confort vraiment par rapport à la concurrence. L'achat de ce Z2 est clairement recommandé. Voilà, c'était le test du Xperia Z2. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner sur Facebook et Twitter, ou bien évidemment suivre toute l'actualité mobile sur le site officiel. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, liker ou pas, ou bien sûr laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce smartphone. Salut à tous!